Voilà ce que nous avons appris dans cet atelier. Nous avons appris que quand on transformait des données par une transformation linéaire de la forme ax plus b, où a et b sont deux constantes quelconques, alors la nouvelle variable qui en résulte a une nouvelle moyenne et un nouvel écart type. Cette nouvelle moyenne mu' est égale à fois l'ancienne plus b. On dira, la moyenne est un opérateur linéaire, elle est affectée par la même transformation que celle que nous avons imposée sur les données. Par contre, l'écart type, lui, le nouvel écart type qui en résulte, n'est affecté que par la multiplication, pas par l'addition. Ce que vous pouvez au fond facilement comprendre, puisque en ajoutant des points à tout le monde, mais en ajoutant surtout le même nombre de points à tout le monde, c'est ça que vous faites avec le plus b de la transformation, vous n'êtes pas en train de changer les différences entre les personnes. Si on ajoute 2 points à tout le monde, les différences de notes restent évidemment totalement identiques, et donc la dispersion des notes ne change pas. On n'est donc pas surpris de voir que l'écart type, après cette transformation, n'est affecté que par les multiplications, qui par contre, elles, changent l'échelle et par conséquent changent la dispersion. La standardisation en particulier est une transformation qui s'écrit à la base x moins mu sur sigma, mais on peut aussi la réécrire sous la forme ax plus b, où a est égal à 1 sur sigma, et b est égal à moins mu sur sigma. C'est une petite gymnastique algébrique que je vous laisse refaire sur papier si vous voulez vous en convaincre. Et du coup, après cette transformation, qui n'est qu'un cas particulier de transformation linéaire, on voit en effet que la nouvelle moyenne sera égale à a fois l'ancienne plus b. Autrement dit, mu sur sigma moins mu sur sigma, ça donnera toujours 0, quel qu'était mu et sigma à l'origine. Tandis que le nouvel écart type, lui, ne sera affecté que par la multiplication par petit a, en l'occurrence 1 sur sigma dans le cas de la transformation dite de standardisation, et 1 sur sigma multiplié par sigma, ça fera toujours 1. Nous comprenons pourquoi, ou nous revoyons pourquoi, en effet, la standardisation transforme n'importe quelle variable en une nouvelle variable de moyenne 0 et d'écart type. En particulier, si en plus cette variable suit une loi normale, si elle suivait initialement une loi normale de moyenne mu et de variance sigma carré, alors après cette transformation, la nouvelle variable qui en résultera suivra aussi encore et toujours une loi normale, mais cette fois-ci, la moyenne sera 0 et l'écart type de 1. On appelle cette nouvelle loi normale une loi normale centrée réduite, car nous avons centré sur 0 et réduit l'écart type pour être respectivement de valeurs 0 et 1. Et ça donne un format de loi normale particulier qu'on appelle aussi parfois la loi normale standard, car elle résulte de la standardisation des données. Prenons le cas particulier d'une variable qui ne serait pas une série de notes, comme c'était le cas dans notre exercice ici, mais qui serait une moyenne d'échantillon. On s'est habitué désormais à considérer une moyenne d'échantillon comme une variable aléatoire particulière. Et il n'y a donc aucune raison que nous ne puissions pas standardiser aussi une telle variable à partir du moment où nous connaissons sa moyenne vraie et son écart type vrai. On a vu ensemble que x bar, la variable aléatoire moyenne, suit une loi normale. De moyenne mu, si mu est la moyenne des scores d'origine dans lesquels on échantillonne, x bar a exactement la même moyenne, avons-nous vu. Par contre, l'écart type de cette variable aléatoire particulière, l'écart type, lui, est différent. Ça n'est pas l'écart type des scores individuels, on l'a vu. C'est la racine carrée d'une variance qui lui est propre, sigma carré divisé par la taille de l'échantillon, sigma carré sur n. Et donc si on veut l'écart type, bien entendu, on prend la racine carrée de cette variance. Une fois qu'on a ça, rien ne nous empêche plus de standardiser une moyenne. C'est une idée qui peut paraître un peu étrange, mais vous allez comprendre quelle est l'origine historique de cette opération. Je prends la moyenne, je lui soustrais sa moyenne, son espérance, et je divise le résultat par l'écart type de la distribution des moyennes, c'est-à-dire racine carrée de sigma carré sur n. Ça se voit moins bien que dans la transformation sur des notes simples x moins mu sur sigma, mais nous sommes vraiment en train de faire exactement la même transformation, une variable aléatoire à laquelle je soustrais sa moyenne et que je divise par son écart type. C'est simplement que son écart type a ici une forme particulière, c'est la forme de l'écart type d'une moyenne que nous avons ici. Eh bien, après cette transformation, la nouvelle mesure que nous avons, qui n'est pas autre chose qu'une moyenne, mais transformée sur une nouvelle échelle, suit désormais une loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Cette transformation, elle a ceci de très très particulier que, dans la loi normale en tout cas, elle préserve les probabilités sous la courbe. Certes, elle transforme les données. Notre moyenne observée de 105, par exemple, ne va plus valoir 105 après cette transformation. En réalité,
Après cette transformation, notre variable aléatoire qui a pris la valeur 105 initialement, eh bien, deviendra 105 moins 100 divisé par la racine carrée de 15 au carré sur 70 dans notre exercice précédent. On trouvera la valeur de 2,789. 2,789, il faut vraiment comprendre que c'est une valeur de moyenne, mais transformée pour désormais être sur une nouvelle échelle, dans une nouvelle distribution de moyenne 0 et d'écart type 1. Initialement, nous étions dans un repère de moyenne 100 et d'écart type racine de 15 carré sur 70. Et dans ce repère, dans cette distribution particulière, la valeur de 105 avait une probabilité cumulée à droite de 0,002645. Eh bien, la transformation par standardisation que nous opérons maintenant, ici, et qui nous donne cette nouvelle valeur de 2,789, définit une coupure dans une nouvelle distribution qui est désormais de moyenne 0 et d'écart type 1, qui verra son cumul à droite prendre exactement la même valeur, 0,002645. Vous allez me dire, mais quel est l'intérêt d'une telle manipulation? Quel est l'intérêt pour nous, plutôt que de lire simplement la moyenne que nous observons dans notre étude concrète, de la transformer en une valeur finalement sans unité, 2,789, ça n'est plus exprimé dans les unités point QI, en quelque sorte, point quotient intellectuel. Quel est l'intérêt? Bien, c'est simplement que, initialement, quand ces outils ont été élaborés, c'est-à-dire aux alentours du XVIIe siècle, les gens n'avaient pas d'ordinateur, et le seul moyen pour eux de pouvoir utiliser la loi normale était de tabuler cette loi normale, c'est-à-dire, pour toutes sortes de valeurs, de calculer la probabilité cumulée à droite ou à gauche, ou dans un certain intervalle pour certaines coupures prédéfinies, ce qui était un travail évidemment très, très long et très fastidieux à faire. En général, on ne le faisait que pour une seule loi normale, la loi normale de moyenne 0 et d'écart type 1. Et si vous étiez capable de ramener n'importe quel problème impliquant la loi normale, pour quelque moyenne et écart type que ce soit, dans ce format standardisé, alors une unique table de loi normale pouvait vous être utile pour répondre à toutes les questions qui vous intéressaient. C'est l'origine historique de ce mode de standardisation. Évidemment, aujourd'hui on a les ordinateurs et vous êtes capable de calculer des probabilités cumulées avec une simple page web pour n'importe quelle loi normale de moyenne quelconque et d'écart type quelconque, mais l'usage est resté et ça présente aussi l'avantage de pouvoir, au fond, comparer l'intensité d'une moyenne obtenue dans un certain contexte avec l'intensité d'une autre moyenne obtenue dans un autre contexte, éventuellement sur un autre test dont le principe de cotation est différent, dont l'échelle de mesure est différente. De ramener ainsi les moyennes à cette échelle standard permet certaines comparaisons avec bien entendu toute la prudence qui s'impose quand on compare des mesures sur des échelles différentes. Donc c'est l'origine du phénomène, et du coup, vous comprendrez que les psychologues ont gardé cette habitude, et désormais, toutes les moyennes, quand on voudra juger de leur taille, de leur amplitude relative, en particulier pour pouvoir dire qu'elle est étonnamment élevée, ce qui sera le cas ici, puisque la probabilité cumulée à sa droite est en effet particulièrement faible, plus faible qu'un seuil de décision alpha égale 0,05 que vous avez appris à prendre comme repère. Eh bien, pour pouvoir juger qu'une moyenne est étonnamment élevée, les psychologues ont l'habitude de transformer la moyenne pour être dans un format standard. La dernière chose que nous avons réalisée dans cet exercice, c'est que, en effet, quand on touche à la variabilité de la loi normale, quand on provoque un étalement plus grand, les densités diminuent. C'est d'ailleurs grâce à ça que nous avons une préservation des probabilités sous la courbe. C'est un dernier point qu'il faut aussi garder à l'esprit pour d'autres calculs.